technocrates échappés dans le séminaire de Wall Street, mais des excellents produits du système politique et administratif français. Ensuite, par ces entreprises. Le dynamisme des entreprises françaises contribue à une présence active de la France sur la plupart des marchés européens et fait de ce pays l'un des principaux exportateurs mondiaux. Il y a près de 100 000 entreprises exportatrices en France et plus de 10 000 de ces entreprises exportent leurs produits ou leurs services en Chine. Et malgré cela, malgré les sommes, ces idées, les entreprises, ces capacités, les mots de libre-échange, des marchés intérieurs et de mondialisation demeurent parfois tabous dans le débat public. Même parfois demeurent honteux de les prononcer ou de se déclarer favorables à ces idées. La concurrence est perçue par pas mal de gens dans ces pays comme une menace. Et le développement des pays émergents, en dépit des décennies de discours en faveur de l'aide au développement, comme une semi-catastrophe. Un observateur malveillant, je ne suis pas malveillant, mais un observateur malveillant pourrait être tenté d'en tirer des conclusions ironiques. J'élargis les conclusions, pas seulement en français, mais aux Européens en général. Parce que ce type de contradiction, ce n'est pas exclusif de la France. Cet observateur pourrait dire que les Européens veulent bien aider au développement des tiers-mondes, mais à condition qu'ils restent pauvres. Ils sont flattés dans leur ego quand les grandes entreprises multiplient les acquisitions à l'étranger, mais hurlent à la menace anglo-saxonne, au péril chinois ou à l'invasion indienne, quand une grande entreprise étrangère rachète un acteur national. Cette attitude, pour moi, relève un peu de l'eschizophrénie. Les Européens, nous devons cesser de considérer le commerce international comme un jeu à somme nulle. Que les Chinois, les Indiens ou les Coréens deviennent plus riches, plus dynamiques et plus entreprenants ne nous approprie pas aux Européens. Nous avons au contraire tous à y gagner, aussi bien les Asiatiques, les Américains ou les Européens. Gardons tout d'abord à l'esprit que le développement rapide de ces pays émergents permet chaque année à des dizaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. Le revenu des Chinois a par exemple triplé dans 15 ans et certains pays ont déjà réussi à franchir la distance permettant de passer du tiers-monde au club des pays riches. Par exemple, le revenu par tête en Corée du Sud est ainsi aujourd'hui supérieur à celui de la Grèce. Pendant que quand j'étais étudiant, la Corée du Sud c'était un entre de très nombreux pays en voie de développement. Dans nombre de pays, le commerce international est en train de réussir là où des décennies d'aide au développement ont échoué. Que les pays pauvres connaissent un développement accéléré constitue en soi une excellente nouvelle. Et l'Europe en bénéficie. L'Europe, c'est le premier exportateur du monde, devant les États-Unis. Le commerce international obéit au même principe de bon sens que le commerce local. Si vous souhaitez ouvrir un magasin, il vaut d'évidence mieux le faire dans un quartier riche et dynamique que dans une cité sclérosée et en crise. La leçon de cette métaphore, c'est simple. Un environnement riche en dehors de nos frontières nous enrichit à ceux qui vivons à l'intérieur. Il est de notre intérêt que nos partenaires économiques se développent afin que nous puissions commercer davantage avec eux et que ces flux de change se traduisent pour eux, comme pour nous, par un flux de richesses supplémentaires. Une partie de la croissance de l'Europe est directement influencée par la croissance mondiale.
on estime qu'un cinquième de la progression de notre revenu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est directement lié à la globalisation de ce change. Les Européens, nous pensons trop souvent l'économie comme un gâteau. Si la part des pays émergents augmente, c'est donc que celle des autres diminue. Et cette espèce de malthusianisme, on pourrait dénominer malthusianisme pâtissier, sans donner l'exemple du gâteau, est fondamentalement erroné. Ce n'est pas notre part du gâteau qui diminue, c'est la taille du gâteau qui augmente. Et permettez à un homme comme moi, loin de négliger les plaisirs de la table, de dire que je préfère avoir 30% d'un gâteau de 50 cm plutôt que 40% d'un gâteau de 25 cm. Les échanges internationaux sont en quelque sorte la levure qui fait grossir les gâteaux. Au-delà du seul commerce international, il est important que l'Europe resserre sa capacité à attirer les investissements étrangers, ce qui suppose le maintien ou la construction d'un environnement attractif pour les investisseurs. Il n'est nul besoin de chercher aux antipodes des sources d'inspiration. Nous avons des excellentes expériences à l'intérieur de l'Union. L'Irlande est le pays du monde qui attire le plus d'investissements directs en provenance de l'étranger. Leur niveau, il frôle les 120% de son PIB. Construire un cadre attractif suppose certes une action réglementaire, mais aussi un effort pour faire évoluer les mentalités. L'investisseur étranger, surtout lorsqu'il vient d'un pays émergent, est encore trop souvent regardé d'un œil méfiant. Les effets positifs de la mondialisation sont très concrets. Les progrès technologiques se diffusent plus rapidement. Les entreprises gagnent, par exemple, la possibilité d'incorporer à moindre coût les éléments importés nécessaires à leur production. Les consommateurs gagnent un pouvoir d'achat en bénéficiant d'importations bon marché. Et ceci contribue à une meilleure maîtrise de l'inflation et globalement bénéfique pour l'économie. Pour autant, il ne faut pas être naïf. La mondialisation et le dynamisme des pays émergents doivent nous inciter à redoubler les efforts. Comme le disait le général de Gaulle, on peut regretter la douceur de lampe à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Et la réalité, c'est que la mondialisation nous pose, aux Européens, un triple défi. Un défi économique, un défi intellectuel et un défi de gouvernance. Nous devons réagir et non céder à la tentation de la nostalgie des temps révolus. Nos concurrents n'auront ni la courtoisie ni la patience de nous attendre. L'Europe, effectivement, a vu sa part des marchés dans le commerce mondial baisser légèrement ces 10 dernières années. La Chine, l'Inde et le Brésil jouent encore un rôle modeste. Ils ne représentent que 15% des flux commerciaux mondiaux, mais connaissent une croissance spectaculaire. La Chine, par exemple, est déjà le 3e exportateur mondial et devrait devenir la 2e économie du monde d'ici 2015. Pour faire face à ces défis économiques, l'Europe doit suivre résolument 2 axes. D'un côté, approfondir son marché intérieur, et d'un autre, poursuivre la réorientation de ses activités vers les secteurs à forte croissance. Sur le marché intérieur, certains d'entre vous, peut-être, peuvent trouver ces mots d'ordre, approfondir le marché intérieur, décevants par trop connus. Après tout, cela fait déjà 50 ans qu'il figure dans le traité de Rome. Vous pouvez en tirer l'impression que l'Europe radote en répétant 50 après les mêmes mots d'ordre.
qu'elle est incapable de dégager de nouvelles pistes et qu'elle se contente de ressasser inlassablement les vieilles antiennes. Et tel n'est pas le cas. Jusqu'au présent, le grand marché, le marché intérieur, nous a déjà énormément apporté. Depuis 1992, il a par exemple permis d'accroître les PIB européens de 2,2% et de créer 2,7 millions d'emplois. Mais puisque nous sommes dans les locaux d'une école, j'aurais tendance à faire un commentaire aussi scolaire que laconique. Pas mal, mais il faut faire plus. Notre marché reste beaucoup moins intégré que celui des États-Unis, ce qui a un impact tangible et mensurable. La part du commerce entre les États membres de l'Europe, c'est beaucoup moindre que le commerce entre les États qui font partie des États-Unis. Nous avons plus de rigidité et nous sommes moins réactifs. Je crois que si l'on empilait les études économiques démontrant la nécessité d'introduire en Europe plus de flexibilité dans le fonctionnement des marchés des produits, des marchés des services, des marchés du travail, on dépasserait largement la taille de la tour Eiffel. Et j'ajoute que ces études ne sont pas toutes en langue anglaise, ni ont tous été écrits par économistes néolibéraux. Il y a bien d'autres domaines qui pourraient être mentionnés. Les prix, par exemple, demeurent dans nos marchés intérieurs beaucoup moins flexibles que de l'autre côté de l'Atlantique. En un mois, seuls 15% des prix à la consommation bougent en Europe, à l'hausse ou à la baisse, contre plus de 25% aux États-Unis. Alors que peut-on faire pour améliorer la situation de ces marchés intérieurs? Un premier progrès serait de mettre en œuvre ce qui a été déjà décidé. La situation s'apparente un peu à celle des routes avant l'installation des radars automatiques. On n'y craignait pas trop les gendarmes et l'excès de vitesse était nombreux. Les États membres ont encore trop souvent cette mentalité à l'égard des droits communautaires. La Commission fait ce qu'elle peut pour y remédier. Depuis le lancement des grands marchés intérieurs en 1992, la Commission a par exemple ouvert plus de 1500 procédures d'infraction contre la France ou plus de 1200 contre mon propre pays, l'Espagne. Mais de même qu'il ne peut y avoir un gendarme derrière chaque arbre, il ne peut y avoir un fonctionnaire de la Commission derrière chaque texte. Il faut plus de spontanéité dans chacun de nos pays pour faire appliquer les normes communes qu'on s'est données au niveau européen pour construire des marchés intérieurs sans obstacle. Deuxièmement, il faut continuer à lever les barrières aux échanges et aux investissements à l'intérieur de nos frontières. Cela s'apparente parfois à un travail décisif, tant les États peuvent se montrer inventifs et créatifs. Mais après tout, Homère ne nous dit pas que Sisyphe ait jamais cessé ses efforts. Le secteur des services reste en particulier insuffisamment libéralisé et harmonisé. La directive service, très connue dans certains pays, contribuera à améliorer la situation, mais le travail ne devra pas s'arrêter là. Troisièmement, il faut poursuivre l'intégration des marchés financiers. Les marchés financiers en Europe, parfaitement intégrés, pourraient abaisser d'un demi-point les coûts de capital pour les entreprises, augmenter les PIB plus de 1% et l'emploi de 0,5%. Quatrièmement, il faut que la libre circulation des personnes se traduise dans les faits et pas seulement dans les textes. C'est très bien que les Français puissent passer leurs vacances sur la Costa Brava, sans contrôle à la frontière. Mais ça serait encore mieux s'il y aurait davantage de Français travaillant en Espagne ou des Espagnols travaillant en France. En un mot, nous devons passer d'une mobilité de touristes à une mobilité de travailleurs.
Seule une personne sur 1000 en âge de travailler en Europe change de pays de résidence dans une année donnée. Par comparaison, la proportion d'Américains passant d'un État à l'autre dans un an est 30 fois plus élevée. Il faut poursuivre les efforts d'apprentissage de langue, le rapprochement des systèmes de sécurité sociale et passer à un système qui valorise véritablement la mobilité géographique. Maintenant, le deuxième axe d'action, poursuivre la réorientation de nos activités vers les marchés à forte croissance. Dans ces cas, l'effort doit être double. Il faut tout d'abord se positionner sur le secteur où notre valeur ajoutée est la plus forte. Il fut un temps où un président français glossait sur le premier ministre japonais en les traitant de commis voyageurs en transistor. Il eût probablement mieux fait de s'en inspirer. L'Europe manque aujourd'hui cruellement des commis voyageurs en électronique. Le retard pris pendant les 10 dernières années en matière de diffusion de technologies de l'information et de la communication explique une bonne partie de notre différence de croissance par rapport au reste des pays développés. Comme il est impossible d'être compétitif par rapport à un pays à bas salaire sur le produit de bas de gamme, nous devons veiller à continuer à réorienter le plus possible notre production vers les moyens et les hauts de la gamme. L'Europe domine aujourd'hui environ 32% du marché mondial des produits haut de gamme, 20% du marché moyen de gamme et 13% du marché bas de gamme. Par comparaison, la Chine a 20% du marché mondial bas de gamme, mais moins de 4% des marchés haut de gamme. Notre positionnement peut donc être qualifié de relativement bon. Il explique en grande partie la bonne tenue de l'Europe sur les marchés mondiaux. J'ajoute qu'il importe beaucoup plus de savoir quel produit vous vendez que de savoir quel est le taux d'échange de l'Europe. J'ai parfois l'impression, en suivant les débats en France et dans d'autres pays, mais en particulier en France, que l'euro ne peut avoir dans l'hexagone que deux positions. Il est soit trop haut, soit trop bas. Le fait montre que l'on ne doit pas avoir le jeu rivé sur la valeur de la monnaie. L'Allemagne, par exemple, a la même monnaie que la France et est le premier exportateur du monde. Deuxième commentaire. Il importe d'être présent sur le marché géographique à forte croissance afin de pouvoir emporter une partie de ce dynamisme. L'Europe est à cet égard en retard. Seuls 48% des exportations européennes vont vers les 10 marchés les plus dynamiques du monde, contre les 3/4 des exportations japonaises ou les 80% des exportations américaines. Le défi économique posé par la mondialisation et l'arrivée des pays émergents est évident. Mais il y a deux autres défis qui ne doivent pas être négligés. Le défi intellectuel et un défi de gouvernance. Nous avons vécu durant des années sur la fausse certitude confortable que les pays développés avaient en quelque sorte le monopole de l'intelligence. Les concurrents pouvaient bien émerger, mais ils s'étaient voués à faire des produits simples et parfois quelques imitations de produits compliqués. Cet édifice est en train de s'écrouler. Les pays émergents ne se contentent pas d'enrichir leur portefeuille, ils s'enrichissent aussi leur esprit. Les évolutions peuvent parfois être spectaculairement rapides. Il y a très peu de temps que la Chine produisait moins de 100 000 diplômés d'enseignement supérieur par an. Elle en produit aujourd'hui 2,5 millions. Le volume total des dépenses de recherche et de développement chinoises a déjà dépassé celui du Japon et devrait dépasser celui de l'Europe d'ici à la fin de cette décennie. Et ces investissements en connaissances,
en recherche et développement finiront par produire leurs effets. Il faut donc s'attendre à une concurrence croissante dans la recherche et dans les applications technologiques qui en découlent. Or, malgré les décennies de grands discours et de belles promesses, la recherche demeure en Europe un parent pauvre. Sa part dans le PIB atteint tout juste les 2%, contre plus de 3% aux États-Unis. Le nombre de chercheurs reste par ailleurs modeste comparé à celui de nos compétiteurs. Il y a en moyenne un peu plus de 5 chercheurs pour chaque 1000 travailleurs en Europe, contre 9 au Japon. Nous devons donc investir d'urgence dans la matière grise. L'enjeu pour l'Europe n'est d'ailleurs pas uniquement financier. Avec exactement les mêmes sommes dépensées, nous pourrions être beaucoup plus efficaces en évitant l'éparpillement des dépenses de recherche sur une multitude de petits laboratoires dont aucun n'a véritablement la masse critique nécessaire, en permettant aux chercheurs, y compris les chercheurs publics, de bénéficier personnellement davantage des produits de leur recherche, et en simplifiant et en harmonisant davantage les règles applicables à la protection de la propriété intellectuelle. Maintenant, je tourne vers le défi de la gouvernance. Réformer est nécessaire pour préserver notre compétitivité et tirer profit des avantages de la mondialisation. Mais l'acte de réformer est présumé impopulaire. Nombre de gouvernements pilotent leur politique avec les sélections pour ce cap, ce qui les pousse à privilégier les enjeux à court terme. Et pour le bonheur de la démocratie et le malheur de réforme, les sélections sont nombreuses sur l'Europe, ce qui tend à renvoyer en permanence les réformes à des jours meilleurs. Moi, je suis né en 1948 dans un régime dictatorial. Alors, je connais très bien la valeur de la démocratie et j'en apprécie et je m'en réjouis de vivre en démocratie. Mais je trouve en même temps que le gouvernement devrait ne pas sous-estimer les citoyens. Il n'est pas de réforme impossible pour celui qui a le courage de la faire et qui se donne la peine de l'expliquer. La tâche n'est pas simple. Les avantages liés aux réformes sont généralement diffus et ne se manifestent qu'à moyen terme. Leurs inconvénients sont immédiats, visibles et souvent très concentrés sur une partie de la population. Mais un Européen comme Démosthène écrivait il y a 2400 ans, il faut préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Il n'est plus possible de miser sur les peurs de nos concitoyens. Il faut commencer à miser sur leur intelligence. Plutôt que de masquer les problèmes à travers des éruptions grandiloquentes de patriotisme économique, il faut s'attacher à les décrire fidèlement, sans exagération, et expliquer les solutions qui existent. S'enterrer la tête dans la sable n'a jamais protégé une autruche de ses prédateurs. Et j'ajoute que réformer n'interdit pas d'être solidaire. La réforme, c'est vrai, fait toujours des gagnants et des perdants. Certains secteurs souffrent de la mondialisation. Mais il ne faut pas se tromper des conclusions. Nous ne devons pas freiner les évolutions. Les réformes retardées sont toujours plus coûteuses. Mais nous devons accompagner les individus et les aider lorsqu'il est nécessaire. Nos systèmes sociaux doivent être repensés en ce sens. Nous ne devons pas viser à l'assistanat, mais offrir une réelle deuxième chance. Et une troisième et une quatrième s'il le faut. Il y a 40 ans, une personne pouvait entrer dans une entreprise et se dire qu'elle y passerait sa vie. Aujourd'hui, il est probable que cette même personne doit changer d'emploi plusieurs fois au cours de sa carrière, que ce soit volontairement ou contre son gré. Le système social tout entier doit aider à stimuler l'adaptabilité des travailleurs et leur donner la capacité de faire face au changement. Cela passe notamment par un véritable effort d'apprentissage tout au long de la vie et par des mesures actives de reconversion professionnelle pour ceux qui se trouvent dans la phase d'interlude entre deux emplois. En un mot, il faut dédramatiser le changement.
pour finir, moi je crois en l'Europe. Nous avons sur notre continent un réservoir exceptionnel d'expérience et de talent. Nous avons à la fois la capacité de demeurer une puissance économique de premier plan et le devoir de faire de l'Union européenne un acteur majeur dans le monde global du XXIe siècle. Mais notre ennemi n'est ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil. Notre ennemi est à l'intérieur de notre propre territoire. Nous avons trop tendance à nous satisfaire de peu et à fermer les yeux face aux vérités qui nous dérangent. L'Europe moderne est née de la Renaissance et de son goût du questionnement. Nous devons renouer avec cette capacité à nous remettre en cause pour faire mentir tous les prophètes du déclin. La réponse aux enjeux de la mondialisation doit être le nouveau moteur de l'intégration européenne dans ce siècle. Nos concitoyens savent fort bien que le cadre national n'est plus pertinent pour faire face aux défis les plus importants. Ils attendent de l'Union européenne qu'elle fasse ses preuves. Voilà un grand défi pour les années qui viennent. Merci.